Heureux de vous recevoir et de vous accueillir. Je suis Nicolas Bonpoint, je suis chef de projet à la direction du développement et du réseau à l'AFDAS. Bienvenue. 8,2 milliards de kilomètres, c'est le nombre de kilomètres parcourus chaque jour et en semaine pour les loisirs, dans sa conception large du terme, pour la seule agglomération d'Aix-Marseille. Ce chiffre passe à 38 milliards de kilomètres pour les week-ends. Ces chiffres sont issus d'une étude commandée par l'agence d'urbanisme de l'agglomération d'Aix-Marseille. On vous mettra le lien de cette étude dans le chat. Qu'il soit événement de sport, festival touristique ou parc de loisirs, le point commun de tous ces événements, c'est d'entraîner des mouvements de foule à un instant T, à un endroit, avec forcément une conséquence environnementale et un coût environnemental qui n'est pas à négliger. Encore quelques chiffres. Ainsi, la mobilité des publics représente entre 58 et 80% de l'impact carbone d'un festival. Le tourisme est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France, dont 69% proviennent des transports. Et le secteur événementiel, le transport des personnes et des biens représente 75% du bilan carbone d'un événement. Pendant cette Décrypte, nos invités vont vous informer, vont vous inspirer pour agir sur cette thématique. On va aborder les enjeux de la mobilité, les freins et les solutions, quelques premières solutions, des retours d'expérience concrets et aborder également quelques éléments des dispositifs de l'offre de services de l'AFDAS. Maintenant, il est l'heure pour moi de vous présenter ceux qui ont accepté de nous consacrer 1 heure de leur temps. Et je les en remercie. Donc, à distance, nous avons le plaisir de recevoir Margot Jankowski et Tiffaine Bocquet de la coopérative Sociotopie, qui sont toutes les deux sociologues. On a le plaisir de recevoir également Jérôme Dosat, directeur de l'Office de tourisme Gascogne-Lomagne. Sur le plateau, Laura Gournay, directrice du pôle exploitation et directrice RSE pour le syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, le SNELAC. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Agnès Jean-Grande, directrice du développement et du réseau. Dernière petite chose avant d'entamer les échanges, je viens de lancer un compteur pour définir pendant cette heure de webinaire. On va revenir à la fin sur ce compteur. Pendant 1 heure, les choses ne s'arrêtent pas de tourner. Donc, on verra à la fin du webinaire, en 1 heure, combien de touristes sont rentrés en France, combien de recettes touristiques ont été générées pendant cette heure, combien de supporters de football sont entrés dans des stades de Liga. Alors, on sait bien que le championnat est fini, mais c'est un algorithme qui nous donnera des chiffres. Et enfin, on aura le nombre d'entrées dans les musées en France pendant 1 heure. Je vais entamer cet échange avec Sociotopie. Bonjour Margot et Tiffaine. Bonjour. Bonjour. Donc, la Sociotopie, votre coopérative, l'une des activités de votre coopérative, c'est de réaliser des études sociologiques sur les pratiques de mobilité. On imagine bien qu'en tant que sonde thermomètre, vous êtes aux premières loges du constat chiffré. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sociotopie ? Nous dire de quoi parlons-nous quand on parle de mobilité des publics, quelles sont les dernières études réalisées dans les secteurs de l'AFDAS et quelles en ont été les principales conclusions. Tout à fait. Sociotopie, donc notre entreprise coopérative, est ce qu'on appelle un objet passerelle qui a en effet la vocation de faire le lien entre le monde de la recherche, les institutions et la société civile. Donc notre travail comme tu le disais, c'est de mener des enquêtes sociologiques, mais aussi des évaluations sociales pour aider les structures à mieux comprendre les usages et les pratiques des personnes à qui elles s'adressent. Donc, à Sociotopie, on se base sur des méthodes scientifiques qu'on appelle des méthodes mixtes. C'est-à-dire qu'on mobilise à la fois la puissance statistique pour avoir donc des résultats chiffrés principalement, mais aussi la rigueur descriptive de données qualitatives. Oui. Peut-être du coup sur ce qu'on entend par la mobilité des publics. Quand on parle de mobilité des publics, on parle généralement en fait des modes de déplacement qu'utilisent les personnes dans le cadre de leurs loisirs. Et du coup, ça implique de prendre en compte tous les trajets qui sont liés à la participation à une offre de services de loisirs. Et donc ces trajets vont être forcément différents de ceux qui sont réalisés au quotidien, donc dans le cadre professionnel ou dans le cadre domestique.
Et ensuite, donc il y avait une question sur les dernières études qui sont réalisées dans les secteurs de l'AFDAS et les principales conclusions. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on a fait une première enquête, donc en 2023, sur la mobilité des festivals, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait peu d'études sur la mobilité de loisirs et encore moins sur la mobilité vers les festivals et beaucoup d'études sociologiques sur la mobilité quotidienne. Alors que, comme alors qu'il y a 80% de l'impact carbone qui est généré justement par les déplacements des publics. Du coup, ce qu'on peut voir dans 2 des enquêtes qu'on a pu réaliser sur la mobilité des publics et des équipes des festivals, c'est que les publics utilisent majoritairement la voiture thermique pour se rendre en festival. Donc sur la première étude, on était à 59,2% des publics qui se déplaçaient en voiture thermique pour se rendre en festival et on avait un taux de 52,9% en ce qui concerne les festivals normands. Ce qui ne signifie pas pour autant que ces personnes conduisent seules, puisque elles sont souvent accompagnées par leur famille ou encore leurs amis, dans le cadre donc du coup de covoiturage informel ou qu'on peut appeler aussi covoiturage relationnel. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise la voiture principalement pour se rendre en festival? On prend la voiture d'abord parce qu'on a une représentation plus positive que les autres modes de transport. La voiture est généralement associée à l'autonomie et à une certaine liberté de mouvement. Cependant, voilà, on remarque aussi que c'est un argument qui peut être donné par les cyclistes ou les personnes qui se déplacent à pied. Et il y a aussi une autre conclusion importante dans les enquêtes qu'on a menées, c'est aussi que forcément, donc on se déplace pas, enfin, on n'a pas toujours le choix. Parfois, on est contraint. Et on est notamment contraint, en fait, quand il n'y a pas d'offre de transport à proximité, donc du festival ou du lieu de résidence, hein, généralement quand ces lieux sont situés dans les zones rurales. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi forcément que les horaires de l'offre de transport, elle est inadaptée par rapport aux horaires de festival. Donc typiquement, un festival qui va finir à 2 heures, voire plus non, tu vas finir à 2 heures et une offre de transport qui se termine à minuit, c'est pas possible d'utiliser les transports en commun. Tout à fait. Et du coup, on prend aussi la voiture. Un des facteurs aussi qui explique cela, c'est qu'on est habitué, on peut être amené à être habitué dans notre quotidien à prendre la voiture. Et ce qui fait que prendre un autre mode de transport, choisir un autre mode de transport pour se rendre en festival, peut faire peur et dans tous les cas ajouter une certaine charge mentale dont on n'a pas forcément envie lorsqu'on effectue un déplacement vers les festivals, déplacement qui se doit avant tout d'être plaisant et agréable pour les personnes qu'on a interrogées. Et après, il y a d'autres choses qui vont moduler les choix de transport. Il y a notamment des variables du profil social. Par exemple, on sait que pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, les modes de déplacement vont souvent être choisis en fonction de critères liés à la sécurité. Par ailleurs, on a aussi pu remarquer dans les questionnaires qu'on a mis en ligne que que les motifs écologiques sont très peu cités par les répondants. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y ait une insensibilité à la question écologique. Ça signifie juste qu'en fait, ce motif, il est souvent pas prioritairement dit. Enfin, c'est pas le motif premier. Et que par ailleurs, il est pas toujours possible de le mettre en pratique. C'est-à-dire que, effectivement, quand il n'y a pas d'offre alternative à la voiture, et on peut pas utiliser autre chose que la voiture. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, point à retenir, finalement, peu d'études commandées sur la mobilité des publics dans le cadre du loisir, on va le dire comme ça, et des déplacements surtout en voiture thermique, mais qui sont, voilà, il y a aussi un aspect un peu tributaire des transports en commun qui fait que, eh bien, on est obligé de prendre son véhicule. Merci beaucoup, Margot et Tiffaine. Laura, pour le SNELAC, votre organisation professionnelle compte parmi ses adhérents de grands noms du monde des loisirs et de la culture. Ce sont des secteurs qui sont les premiers concernés par l'impact environnemental de la mobilité des publics. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le SNELAC
votre constat sur la question des mobilités, comment le SNELAC a appréhendé le sujet de ces mobilités et comment accompagne-t-il ses adhérents? Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas et merci à l'AFDAS pour l'invitation. L'enjeu de la mobilité des publics est absolument prégnant dans notre secteur d'activité au regard de l'impact que ça génère en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment très intéressant d'organiser cette réunion-là. Pour ma part, donc, je représente le SNELAC. Le SNELAC, c'est le syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, un syndicat professionnel et patronal qui rassemble des sites de loisirs et culturels qui accueillent un public familial dans des espaces clos et aménagés. Une grande diversité d'acteurs puisqu'on retrouve des parcs d'attractions, animaliers, parcs aquatiques, on va retrouver des aquariums, des zoos, des sites naturels, volcans, grottes, cavités, jardins, des sites culturels, musées, châteaux. Donc, une grande diversité d'acteurs présente sur l'ensemble du territoire national. Les majors dont vous avez parlé, qu'on connaît souvent, Disneyland Paris, le Puy du Fou, le parc Astérix, des entreprises qui vont avoir une forte résonance à l'échelle régionale, le PAL, Nigloland, et ensuite un chiffre important au niveau de la branche, nous avons plus de 80% d'entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Donc, beaucoup de TPE, PME dans notre secteur d'activité et ces entreprises-là qu'on accompagne principalement dans ces enjeux-là. Donc, une grande diversité d'acteurs en termes d'activité, en termes de taille d'entreprise et en termes de répartition sur l'ensemble du territoire national. Le SNELAC, nous, on les accompagne tout au long de l'année dans leur exploitation. Donc, on a un double rôle de syndicat patronal et de syndicat professionnel. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le volet syndicat professionnel qui a pour but de sensibiliser, de former et d'accompagner tout au long de l'année les exploitants sur diverses thématiques. Le développement durable, c'est l'un des 3 piliers fondamentaux du SNELAC, aux côtés du pilier social et du pilier sécurité. Et pour ce qui est de notre politique de développement durable, elle est structurée et pilotée par une commission développement durable qui réunit depuis une quinzaine d'années maintenant des dirigeants et des responsables RSE de sites de loisirs et culturels qui vont échanger ensemble sur les différentes thématiques qui touchent directement et qui impacteront dans les prochaines années nos exploitants. Donc, on a abordé au fil des années un certain nombre de thématiques liées aux déchets, à l'eau, à l'énergie, aux achats, à l'accessibilité des publics. Et depuis ces dernières années, nous travaillons tout particulièrement sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. La thématique climatique, elle compte au cœur de ces priorités la mobilité des publics. On parlait d'études juste avant avec l'intervention précédente. On a mené au SNELAC entre 2022 et 2024 une étude sur la répartition des postes d'émissions de gaz à effet de serre dans notre secteur d'activité. Donc, comment les sites de loisirs et culturels ont des impacts au niveau climatique. Les résultats sont clairs et nets. La mobilité des publics, c'est le poste le plus important. C'est le premier poste émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est entre 50 et 70% si on regarde le bilan total moyen d'un site de loisirs et culturels. Ce qui n'est pas étonnant du tout puisque, vous l'avez dit, à l'échelle du tourisme de manière générale, on est à un peu moins de 80% pour les mobilités touristiques sur un bilan global dans le tourisme. Donc ce n'est pas étonnant et le constat qui est fait, c'est celui qu'à l'échelle nationale pour les sites de loisirs et culturels, nous avons une majorité de sites de loisirs et culturels qui sont situés plutôt dans des zones rurales, sans accès ou alors avec un accès limité aux mobilités douces. Et donc, le constat est celui des mobilités de visiteurs et de collaborateurs qui vont principalement recourir à l'usage de la voiture individuelle qui est particulièrement carbonée et notamment puisque nous, quand on vient dans un site de loisirs culturels, on vient en tribu avec des enfants, avec des personnes âgées et donc ça conditionne aussi, le public conditionne la venue des visiteurs et l'usage des mobilités. Le constat qu'on fait, c'est celui que on arrive à avoir un impact de la mobilité qui diffère selon certains enjeux, certaines caractéristiques. Tout d'abord, l'impact de la mobilité, il varie selon les territoires. Si on est en zone rurale ou urbaine, on ne va pas avoir les mêmes constats sur la mobilité. Un aquarium ou un musée situé en ville n'aura pas du tout le même impact en termes de mobilité des publics puisqu'il y aura beaucoup plus d'offres de transport et de mobilité qui seront existantes. Donc là, on baisse entre 30 et 40% en termes d'impact global. En revanche, effectivement, pour un parc d'attractions qui est situé en zone rurale, là, l'impact de mobilité est beaucoup plus prégnant.
Un autre critère qui est à prendre en compte, c'est celui des moyens techniques et financiers qui sont alloués aux mobilités douces et aux offres existantes sur les territoires, et puis les leviers d'action disponibles. Ce qu'on constate, nous, à l'échelle du SNELAC, c'est que les difficultés principales que l'on rencontre, elles restent liées principalement aux leviers d'action qui sont disponibles, notamment aux techniques qui sont possiblement à mettre en place et qui nécessitent des périodicités à long terme, voire très long terme. Donc, on a besoin de moyens techniques et on a besoin également, on est conditionné aux évolutions sociétales et comportementales, donc aux évolutions liées au comportement des visiteurs sur les mobilités touristiques, aux enjeux d'usage de l'électromobilité, d'utilisation des mobilités douces, de recours au covoiturage. Et puis, on a un point qui est quand même très important et qui conditionne l'usage des mobilités dans notre secteur d'activité, c'est les échanges et les engagements des collectivités territoriales. Puisque quand on a besoin de faire acheminer une solution de transport en commun, de mobilité douce, ou même parfois des pistes cyclables et de les rattacher à un espace situé en zone rurale, on rencontre des difficultés. Donc, le poste mobilité, c'est un poste qui est complexe à considérer, mais qui a un impact majeur, donc on est obligé de travailler dessus. À l'échelle du SNELAC, on a, nous, donc en 2024, publié avec l'ADEME, qui est l'Agence nationale de la transition écologique, un guide méthodologique pour les sites de loisirs et culturels, qui permet aux exploitants d'avoir des clés pour savoir comment avoir une idée chiffrée des émissions que représentent les différents postes et notamment la mobilité, et surtout d'avoir un inventaire de bonnes pratiques à mettre en place pour réduire ces postes-là. Donc, si on prend quelques exemples, pour la mobilité des visiteurs, on va travailler sur des plans de déplacement pour informer les visiteurs de l'impact des mobilités, des solutions qui sont disponibles pour se rendre sur site. On va mettre en place des solutions de transport accessibles, donc des navettes, on va développer le vélotourisme en mettant en place des garages sécurisés, des vestiaires. On va travailler sur des plateformes de covoiturage. On va aussi parfois proposer des tarifs intéressants ou privilégiés pour les personnes qui sont venues en mobilité douce. Donc, on a un certain nombre d'éventails de bonnes pratiques qu'on met en place et qu'on a valorisé dans le guide. Et c'est le même principe pour la mobilité des collaborateurs. La seule chose, c'est que quand on parle de mobilité des collaborateurs, on va avoir les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail à prendre en considération. Mais là, c'est pareil, on va travailler sur des solutions de plateformes de covoiturage, de mise en place de navettes, d'informations sur les plans de déplacement. On va travailler sur les formations à l'éco-conduite pour les salariés en déplacement professionnel, sur les bandes de recharge disponibles, sur l'électrification des véhicules et de la flotte de l'entreprise. Donc, on a identifié un certain nombre d'actions qui commencent nettement à se mettre en place de plus en plus dans notre secteur d'activité, mais qui effectivement représentent un enjeu colossal. Oui, merci Laura. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le SNELAC ne reste pas inactif par rapport au sujet des mobilités. Les enjeux sont forts, j'imagine. On y imagine tous avec un constat que vous apportez à notre connaissance, qui est des enjeux prégnants, des enjeux de comportement, des enjeux de territoire aussi. D'ailleurs, ça me permet de m'adresser à Jérôme. Bonjour Jérôme. Donc vous êtes directeur de l'OT, de l'Office du tourisme, Gascogne-Lomagne. On parlait de territoire, on parlait d'accessibilité aux mobilités douces. Je pense que ce qu'a évoqué Laura, ça a dû vous faire un petit peu écho aussi à votre quotidien. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter votre structure, votre territoire et avant tout et surtout les défis de ce territoire en termes de mobilité et durable, et comment ça se traduit concrètement pour vous? Oui, bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. En effet, là, mes prédécesseurs ont évoqué les contraintes liées aux univers ruraux, et c'est bien le cas pour le territoire dont je m'occupe en partie. Nous sommes dans une dynamique rurale du Gers, qui est l'extrémité sud-ouest de la diagonale du vide. Donc, on est à la fois en zone rurale et avec une déperdition en termes démographiques qui rend les choses encore plus complexes. Donc, des zones avec un habitat très dispersé et une faible densité de population. Donc, mobiliser de la mobilité publique pour ce genre de territoire, c'est extrêmement complexe.
Alors nous sommes un office de tourisme communautaire, donc j'interviens dans le cadre d'une communauté de communes de 43 communes et 20 000 habitants. L'office de tourisme concerne l'ensemble de cette zone rurale et nous avons 8 collaborateurs et 3 bureaux d'accueil. Donc c'est dès le départ, la volonté de la collectivité qui a institué cet office a été de nous impliquer dans le développement territorial et l'accompagnement économique et pas exclusivement sous des aspects strictement d'accueil d'information touristique. Donc il y avait la volonté de nous associer à tous les projets qui allaient concerner le territoire. Et puis la question de la mobilité est arrivée assez rapidement. Donc la collectivité se place en porte-drapeau de ces thématiques-là et un investisseur également, et ce qui nous permet d'accéder à des outils ou des moyens que ensuite nous pouvons déployer auprès de nos publics. Donc on se situe sur 2 axes en fait pour pouvoir répondre à ces défis. Si vous voulez, pour faire simple, voilà, la voiture est omniprésente. On a quasiment obligatoirement 2 voitures par foyer ou par maison. On l'utilise à sens et à contresens et on est dans un format qui est complètement désinhibé parce que la voiture thermique c'est central, c'est indispensable. Bref, il n'y a pas de culpabilisation d'ailleurs à l'usage. Et aujourd'hui, essayer d'amener de nouveaux paradigmes ou en tout cas de nouvelles prises en considération des mobilités sur de tels espaces, c'est assez difficile. Ou en tout cas, oui, c'est un défi. Alors, on a essayé de l'aborder sous 2 angles. L'angle, bien sûr, des loisirs, puisque nous sommes un acteur quand même des vacances, du tourisme et des loisirs. Et donc, la collectivité a mis à notre disposition des vélos assistance électrique, en l'occurrence des VTT assistance électrique, pour essayer d'amener à des pratiques qui seraient du loisir, mais avec un moyen de se déplacer qui permet de franchir les collines du Gers, parce que bon, quand même, c'est un peu vallonné dans le coin, et sans se retrouver dans un état physique complexe à l'arrivée. Et puis, la collectivité a souhaité accompagner aussi les entreprises. Donc, il y a une question de mobilité auprès des salariés qui est mise en œuvre avec, comme l'ont évoqué certains de vos intervenants, les plateformes de covoiturage. Donc, il y a qui est mise en œuvre ici sur le territoire. Mais bon, le covoiturage, oui, ça marche bien pour les salariés, pas du tout pour les touristes. Donc, on a laissé ça de côté. Par contre, nous, on vient apporter des solutions de mobilité active avec la mise à disposition de nos vélos, puisqu'on a aussi une flotte de vélos de route plus classiques que les VTT, à assistance électrique pour les entreprises, pour les salariés, pour ceux qui ont des courtes distances à parcourir entre leur domicile et le lieu de travail, et éventuellement pour des usages de mi-journée. Je cite un exemple. Avec plaisir. Donc, certaines entreprises proposent à leurs salariés d'accéder à des salles de sport qui sont dans le centre de la localité Fleurance. Et pour rejoindre depuis la zone industrielle cette salle de sport, habituellement, les gens prenaient leur bagnole. Et donc, en mettant à disposition des vélos avec une prise en charge financière qui est assumée par à la fois la collectivité et l'ADEME, eh bien, gratuitement, elles peuvent disposer de ces vélos et l'usage change. Donc ça, c'est pas mal et c'est nous qui le gérons. En fait, pourquoi c'est l'office de tourisme ? Eh bien, parce qu'il a paru plus simple pour la collectivité de confier l'intégralité de ces flottes de vélos assistance électrique à un organisme qui est capable d'avoir un peu d'agilité, d'être opportuniste, même le cas échéant, et de gérer un peu de logistique et d'entretien. Et c'est le cas. On s'est façonné sur ce modèle-là. Alors, la collectivité a également investi pour que nous ayons un véhicule à assistance électrique pour pouvoir déplacer les vélos et faire de la livraison. Ce qui est bien pratique. Donc, voilà, on essaye d'avoir une occupation, ou en tout cas une façon de gérer ce panel d'activités qui est relativement vertueux. Je dis relativement parce que on n'est jamais sûr à 100% de nos vertus et de notre philosophie. Mais voilà, le défi, c'était en tout cas d'introduire des possibilités, des biais, des nouvelles façons d'envisager les mobilités en zone rurale. Parce que, certes, il y a malgré tout sur notre territoire de la ligne régulière, c'est la ligne Auch-Agen, je ne sais pas si vous situez, c'est la vallée du Gers, c'est un axe nord-sud,
Là, il y a une ligne de bus qui est très fréquentée, qui est très utilisée, qui est dense, mais qui n'irrigue que les deux villes principales, Florence et Lectoure, puisque ce sont les localités en question, qui en tout cas qui animent le cœur de ce territoire. Mais toutes les zones périphériques, je dirais les 40 communes autour de Florence et Lectoure, comment on fait pour, quand on est en vacances dans l'une de ces localités, venir au marché à Florence le mardi matin ou le vendredi à Lectoure, sans prendre la voiture. Et donc, on a essayé de travailler cet aspect-là et on s'accompagne dans ce cadre-là des hébergeurs. Et c'est pour cela que nous avons cette logistique qui a été mise en œuvre, en tout cas pour laquelle la collectivité nous accompagne. On peut leur livrer des vélos afin que les touristes en séjour dans ces hébergements sur les villages périphériques puissent utiliser ces vélos pour venir à la fois en mode loisir et à la fois en mode usage de ravitaillement vers les marchés des centralités. Ça marche. Ça marche pas encore assez, mais ça commence à marcher. Bon, très bien. Merci de votre témoignage. On voit bien donc c'est le point à retenir. Quelque chose qui m'a, quand on a échangé ensemble, Jérôme, c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est le positionnement de l'Office du tourisme comme étant aussi un acteur de la mobilité, même des salariés. Là, vous venez nous apporter un témoignage aussi sur la question de la pratique sportive. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et le lien avec les hébergeurs, c'est-à-dire d'être en capacité d'apporter une solution à un hébergeur pour être vertueux, ou en tout cas faire le mieux possible pour diminuer l'impact des mobilités. Merci beaucoup, Jérôme. Agnès, pour l'AFDAS, c'est vrai que ça peut être étonnant pour certaines des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire de voir l'AFDAS positionné sur les transitions écologiques. C'est vrai que spontanément, on n'a pas forcément, on n'associe peut-être pas les deux noms, AFDAS et transition écologique. Pourquoi on organise-t-on ce webinaire? Pourquoi l'opérateur de compétences a souhaité organiser ce webinaire? Peut-être que c'est étonnant pour les adhérents et professionnels de nos 31 branches. En tout cas, la transition écologique n'est pas un sujet nouveau pour l'AFDAS. Dès 2017, l'AFDAS a souhaité accompagner les secteurs sur le sujet de la transition écologique parce que c'est une mutation majeure qui oblige à repenser l'organisation du travail, les missions parfois de certains salariés et qui modifie en profondeur les gestes métiers du quotidien. Et à cette époque, on avait choisi l'angle de la RSE comme démarche pour accompagner ce virage. Les partenaires sociaux de l'AFDAS, réunis au sein du conseil d'administration de l'AFDAS, ont créé dès 2020 une commission paritaire dédiée à la transition écologique pour piloter les travaux sur la construction d'une offre de services dédiée. Un peu plus tard, en 2021, il y a la loi climat et résilience qui donne aux opérateurs de compétences une nouvelle mission, celle d'informer les entreprises sur le développement durable et les accompagner sur les projets de transformation digitale, transition écologique, notamment par l'analyse et la définition des besoins en compétences. Donc, organiser ce webinaire aujourd'hui, c'est pas juste cocher la case de l'information, de cette information, parce que dès 2017, on agissait sur le sujet, on assumait finalement cette nouvelle mission, même s'il n'existait pas encore au sein d'une loi. En revanche, ce qui est particulièrement nouveau avec ce webinaire aujourd'hui, c'est déjà le format, parce que on met la focale sur une thématique, celle de la mobilité, et puis parce que il met l'accent sur des témoignages, des retours d'expérience de professionnels pour décrypter un sujet dont on peut dire qu'il est majeur à l'aune des différents chiffres qui ont été évoqués dans les propos introductifs ou sur les premières interventions des professionnels réunis autour de nous aujourd'hui. Donc, si on
on doit retenir un point finalement, c'est de dire que l'AFDAS, en toute humilité, a eu un peu le nez creux sur le sujet, que c'est pas un sujet nouveau et que par l'intermédiaire de ce webinaire, mais sur d'autres activités, on essaie tant que faire se peut de donner un peu de sens pour informer, sensibiliser et comme le dit la loi, apporter des informations sur les effets de la transition écologique sur les métiers. Merci. Donc on a fini ce premier tour de table sur les enjeux. Je vous propose qu'on entame un deuxième tour de table sur des témoignages, des retours d'expérience des invités qui participent à ce webinaire. Je me tourne vers vous, Margot et Tiphaine de Sociotopie. Alors, vous nous avez indiqué tout à l'heure avoir réalisé des études récemment, notamment pour la Normandie ou pour le Festival en Mouvement. Finalement, à un moment donné, vous avez un commanditaire qui vous commande, c'est le cas de le dire, une étude. Donc, quand vous réalisez cette étude, ensuite, vous lui livrez le rapport, la balle est dans leur camp. Qu'est-ce que vous constatez sur ces commanditaires? Est-ce que ils récupèrent le sujet avec aisance? Est-ce qu'il y a une étage de la fusée ou un deuxième chapitre qui est rédigé après cette étude? Comment ça se passe? Et notamment pour Festival en Mouvement ou autre, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les actions qui ont été menées postérieurement à vos études? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais tout à l'heure quand je présentais notre coopérative, c'est que nous, il est clair qu'on a vocation dans notre cœur de métier à ce que nos études, elles servent de manière concrète. Voilà, notamment les résultats de nos études puissent servir justement à mettre en place des actions. Que ce soit dans l'aide à la mise en place, par exemple, de certaines actions, à travers les recommandations et les préconisations qu'on va pouvoir mettre en avant, ou en sensibilisant aussi diverses parties prenantes, en participant à des journées d'études, des webinaires comme aujourd'hui par exemple, des tables rondes, etc. Alors concrètement sur le projet Festival en Mouvement dont tu parles, il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, il y a eu un premier événement qui a été créé donc par le collectif R2D2, qui étaient nos commanditaires. C'est un événement donc qui s'appelle Marathon Créatif et qui a regroupé une grosse partie des acteurs, des commanditaires en tout cas, et surtout des festivals qui étaient interrogés dans notre étude. Et donc à l'issue de l'étude qu'on a réalisée, nous, en fait, il y a eu donc 2 journées qui ont servi en fait à, dans un premier temps, Sociotopie à présenter les résultats, les grandes lignes de résultats de l'étude, et ensuite, à partir de ces résultats, ont été organisées du coup 2 grosses journées de travail collaboratif avec donc notamment tous les festivals, pendant lesquels les festivals donc partenaires du projet ont pu élaborer des pistes d'action sur que faire concrètement en partant des résultats de l'analyse. Ensuite, il y a toute une phase qui a été mise en place toujours par le collectif, une phase d'expérimentation. Donc, en partant ensuite donc des pistes d'action qui ont été choisies, donc il y avait 4 pistes, favoriser et inciter à l'utilisation du vélo, favoriser et inciter la pratique du covoiturage, communiquer auprès des publics et collaborer avec les acteurs du territoire et de la mobilité. Et donc, du coup, ce temps, en fait, les 50 festivals qui ont été interrogés dans l'étude ont été accompagnés sur ces sujets dans le cadre de groupes de travail mensuels qui ont pu ensuite mettre en pratique tout le travail qu'ils avaient effectué de manière concrète avec des expérimentations. Ensuite, j'ai un deuxième exemple donc sur l'enquête qu'on a menée tout récemment, qu'on vient de terminer, donc l'enquête concernant la mobilité des publics et équipes de festivals dans les festivals normands, donc en Normandie. Donc déjà, il y a eu de nombreux temps de sensibilisation et de communication qui ont été organisés par Norma, notre commanditaire, dans le cadre de cette étude, dont une restitution auprès des festivals participants et des élus, et aussi une table ronde qui était organisée lors d'un festival.
Il y a également, suite à notre étude, eu la mise en place d'un accompagnement des festivals à travers des formations actions qui étaient organisées par Norma et dirigées par monsieur Benoît Lanus, qui est d'ailleurs présent aujourd'hui. Donc Benoît Lanus de Ferroviaire Démocratique, et donc dans le but de créer des expérimentations et des cas pratiques pour les festivals volontaires. Donc là, c'était le cas pour une quinzaine de festivals volontaires. Et sans compter plus globalement, donc là j'ai pris ces 2 exemples, mais en général, il y a toujours une communication assez forte qui est faite à partir de nos recherches, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers des articles de journaux locaux ou bien nationaux. La création aussi de formats un peu différents, comme là pour l'enquête sur les festivals normands, il y a eu la création d'une BD, voilà, dans le but de vulgariser et puis d'étendre vraiment les résultats de l'étude et les rendre accessibles. Voilà, tout ce qui participe en fait à une sensibilisation plus large du sujet, et une vulgarisation de nos résultats. Merci beaucoup, merci Margot. Donc, à retenir finalement, c'est que le rapport vient pas simplement caler un bureau qui est bancal, il est pris en main et il y a des pistes d'action qui sont ensuite menées et déployées par les structures qui ont commandé vos études, ce qui est plutôt une bonne chose. Laura, revenons au Snelac. Vous avez choisi un angle d'attaque, si j'ose dire, très spécifique, puisque votre organisation professionnelle, on en parlait dans l'ascenseur tout à l'heure, finalement, depuis plusieurs années, a décidé d'investir sur un label sectoriel. Spontanément, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les avantages, les contraintes du label, et est-ce que c'est finalement pas réservé aux grosses entreprises, ce label? Effectivement, depuis une quinzaine d'années, alors que les préoccupations environnementales grandissaient, de plus en plus de sites de loisirs et culturels initiaient des actions, alors principalement sur le volet environnemental, gestion des déchets, optimisation, eau, énergie, etc. Mais aussi de plus en plus d'actions sur les piliers du développement durable. Et pour aller plus loin dans ces démarches-là, nous sommes dit qu'il était important d'arriver à structurer et donc bâtir un cadre pour accompagner les exploitants dans la mise en place de démarches RSE d'amélioration continue. Donc l'objectif était de réussir à permettre à travers ce cadre aux exploitants de sites de loisirs et culturels d'intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, climatiques dans leur stratégie d'entreprise, dans le modèle d'exploitation de ces entreprises-là, de valoriser aussi les bonnes pratiques existantes, puisqu'il y a quand même très souvent un certain nombre de bonnes pratiques qui sont là et qui doivent être valorisées, et tout cela en intégrant les spécificités de notre secteur d'activité. Donc la saisonnalité, l'accessibilité des publics, l'ancrage local, etc. Donc un certain nombre de spécificités qui sont propres à l'exploitation des sites de loisirs et culturels, tout cela dans une démarche RSE d'amélioration continue et d'exigence. Donc, c'est ainsi que le label Divertissement Durable est né effectivement en 2020. Divertissement Durable. Hein. Divertissement Durable, l'émotion responsable. Le label qui est né en 2020 et qui a pour objectif de structurer et d'accompagner les entreprises à structurer, développer et faire croître une démarche RSE d'amélioration continue. Alors, effectivement, mettre en place un label, c'est un choix qui doit être mesuré, ça doit être une décision importante puisque ça nécessite des moyens humains, techniques, financiers, ça nécessite du temps. Il faut nommer un référent RSE qui va piloter la démarche, qui va faire le lien entre la direction et les collaborateurs. Il faut nommer un groupe de travail avec des représentants de chaque pôle d'activité du site, boutique, restauration, espace vert, RH, etc. Et tout cela pour identifier ce qui a été mis en place, ce qui est perfectible, intégrer des perspectives d'évolution pour faire en sorte que les enjeux environnementaux, sociaux et climatiques soient dans le modèle de développement du site. Donc, effectivement, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite un certain nombre de moyens. Mais il faut le voir aussi, tout ce que ça apporte derrière de mettre en place un label RSE, quel qu'il soit, c'est intégrer ces enjeux qui sont essentiels pour la pérennité de notre modèle d'activité dans la stratégie d'entreprise. Donc, ça permet de se préparer au tourisme de demain et à la résilience de nos activités.
C'est un gage de qualité pour la marque employeur, pour les visiteurs qui sont de plus en plus en demande d'action et d'exemplarité des entreprises touristiques sur les enjeux du développement durable. C'est aussi fédérer les équipes autour d'un projet commun qui a du sens, qui permet de repenser leur façon de travailler et de les intégrer dans un vrai projet d'entreprise. C'est anticiper les réglementations à venir aussi. Donc, mettre en place un label, c'est aussi, sans parler de la visibilité et de ce que ça apporte, quelque chose qui va permettre de revoir et de réorganiser les process et la façon de fonctionner de votre entreprise pour qu'elle soit résiliente pour demain. Si je parle du label divertissement durable, le gros avantage, c'est que c'est un label sectoriel qui a été fait par les sites de loisirs et culturels pour les sites de loisirs et culturels. Donc, il repose aujourd'hui sur un référentiel de 18 indicateurs, 120 critères sur les 3 piliers du développement durable, mais qui intègre totalement les spécificités de notre secteur d'activité. Donc, pour chaque critère, on va faire le lien avec les attractions, les parcs animaliers, la scénographie dans les sites culturels. Donc, c'est l'avantage. Le deuxième avantage, je dirais, du label divertissement durable, c'est qu'on a fait en sorte qu'il soit accessible à tous et donc qu'il puisse proposer un accompagnement des exploitants tout au long de l'année. Et donc, ça fait le lien avec la deuxième question que vous posiez sur l'accessibilité de ce type de démarche aux entreprises. Je le disais en introduction, le SNELAC, c'est plus de 80% de TPE-PME. Et donc, on a conçu le label avec l'objectif de faire en sorte que ce soit un outil, pas une fin en soi, un outil mis à la disposition des sites, des exploitants de sites de loisirs et culturels pour mettre en place la démarche et se structurer. Donc, il y a 3 choses qui permettent de faire en sorte que la démarche soit accessible à tous. La première, c'est que dans le référentiel, pour chacun des 120 critères, nous avons listé les attendus, les enjeux de ce critère, des bonnes pratiques, des recommandations d'action, des indicateurs de performance. Donc, on a une indication des professionnels. Ça leur permet vraiment de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux et comment mettre en place le label. Le deuxième facilitateur, c'est un kit de certification qui propose des modèles de documents, des guides, des outils qui vont directement rendre opérationnels les critères du label et aider les exploitants dans leur démarche. Et le troisième facilitateur, c'est qu'on les accompagne et l'équipe du SNELAC est là pour pouvoir faire un accompagnement collectif et individuel des professionnels qui sont intégrés et qui mettent en place la démarche. Et donc, non, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Il faut effectivement avoir conscience des moyens et du temps qui sont nécessaires. Mais par contre, voilà, l'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde, sachant qu'on a aussi fait en sorte que le label repose sur une certification évolutive en 3 niveaux, sensibiliser, engager, expérimenter. Donc, on va faire croître les exigences et augmenter les attendus pour les sites qui, voilà, on y a un niveau de maturité plus important ou une structuration d'entreprise qui leur permet d'aller plus loin dans les enjeux. Et aujourd'hui, si on regarde sur la 50aine de sites qui est engagé et sur les 19 sites qui sont labellisés, on va constater effectivement des profils très variés en termes de taille d'entreprise, mais aussi en termes d'activité, puisqu'on va avoir le site qui a moins de 10 salariés à l'année et dont c'est le directeur du site qui a mis en place le label. Alors, j'ai 2 cas en tête où effectivement ça a pris du temps de revoir les process, de les intégrer, mais aujourd'hui ça roule, ça a permis de fixer un cap pour l'entreprise et c'est en ça que c'est intéressant. Et à l'inverse, dans des grandes entreprises qui, elles, avaient déjà un niveau de maturité assez élevé, ça leur permet d'avoir un cadre pour se structurer et de fédérer les salariés autour d'un projet qui a du sens, qui a de l'impact. Donc voilà, on va faire en sorte que la démarche, elle soit applicable et atteignable pour toutes les entreprises. Et ensuite, il y a des exemples qui sont inspirants puisque on va avoir différentes initiatives sur les 0 produits phytosanitaires, sur le 0 plastique à usage unique, sur le développement des circuits courts, etc. Donc, les initiatives varient selon les entreprises qui les mettent en place à partir d'un cadre commun. Et puis, un point qui est très important et qui plaît beaucoup aussi aux petites entreprises, c'est le fait que avec un label, je le disais tout à l'heure, on anticipe la réglementation et les changements à venir. Et un exemple qui a été là très prégnant sur les dernières semaines, c'est que nous avons au niveau national un plan de sobriété hydrique pour les sites de loisirs et culturels qui a été mis en place par la DGE. Donc, c'est le SNELAC qui l'a rédigé sur demande de la Direction générale des entreprises. Et en fait, tous les engagements de ce plan, ils étaient déjà dans le label. Donc, les entreprises qui étaient déjà engagées dans le label avaient déjà un certain nombre d'actions qui étaient entreprises. Et donc, on parlait tout à l'heure de mobilité des publics. Il y a un grand enjeu. Et effectivement, c'est déjà intégré dans le label divertissement durable. Donc, il faut voir ça comme
pas forcément comme une contrainte, mais en tout cas du temps à y consacrer, des moyens à y consacrer, mais les bénéfices derrière permettent vraiment d'avoir une autre dimension sur l'intégration des enjeux et une méthodologie. Une méthodologie, donc là, le point à retenir, c'est que finalement, le label, il faut voir ça effectivement comme une méthodologie, mais aussi comme un projet d'entreprise, quelque chose qui permettrait de fédérer une équipe autour d'un sujet, et que au regard de la taille d'entreprise, il ne faut pas se crisper devant la question du label. On a affaire à un label qui n'est pas hors sol, a priori, et qui est en capacité de s'adapter à la réalité de la taille de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Laura. Jérôme. Oui, Jérôme, au niveau de l'Office du tourisme de Gascogne-Lomagne, vous impulsez donc, on a bien compris à votre niveau, des actions autour de la mobilité. La question qu'on a envie de vous poser, c'est de quoi êtes-vous fier ? De quoi êtes-vous fier ? Qu'est-ce qui vous frustre ? Parce qu'il y a certainement l'autre côté, l'autre facette de la pièce. Et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus. Qu'en pensent vos tutelles sur ces actions menées ? Ce dont on se rend fier en premier lieu, c'est justement le fait d'avoir été perçu comme un acteur qui est capable de répondre à des enjeux qui dépassent la simple thématique du loisir et du tourisme. Alors, on pourrait se dire, mais un office de tourisme, c'est quand même fait pour ça. Donc, si on commence à s'occuper des trucs des habitants, est-ce que ça a du sens ? Bon, c'est un débat. La question se pose à l'échelle de pas mal d'offices de tourisme aujourd'hui en France, mais qu'importe. Notre sujet, ça a été au départ de dire, on nous met en place une structure et des outils de mobilité douce, à assistance électrique. Pour qui, pourquoi faire ? Et donc au départ, on était quand même bien sur les touristes, et en les déployant, on s'est rendu compte que on a des usagers en mobilité douce qui existaient déjà. En fait, ce sont les marcheurs du chemin de Saint-Jacques sur la voie du Puy-en-Velay qui passent par notre territoire. D'est en ouest, ils parcourent le nord de la zone. Et ces gens-là, parfois, avaient besoin de sauter une étape, ou en tout cas d'avancer un poil plus vite sur un tronçon de notre territoire. Et on a déployé avec eux la possibilité de prendre nos vélos et de les abandonner au bureau d'accueil suivant. Et en fait, on a été obligé de mettre en place une logistique par rapport à ça. Et c'est parce que notre collectivité a vu qu'il y avait une capacité à gérer cette logistique, à mettre en œuvre et à déployer des process qui collaient à la réalité, c'est-à-dire aux besoins immédiats, en s'adaptant à ce qui avait du sens. Tant pour les touristes que pour des publics bien spécifiques, qu'ils se sont dit on peut peut-être élargir un petit peu votre compétence en matière de mobilité et vous ouvrir la porte de ce que l'on fait à l'échelle locale, territoriale, ou en tout cas pour les habitants. Donc ça, on en est assez fiers parce que je ne sais pas si les offices de tourisme servent à quelque chose, mais en tout cas, on essaie de se rendre utile dans ce cadre-là. Donc, en avant, ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est un levier en plus de reconnaissance éventuelle, ou en tout cas d'implication dans le tissu économique. Alors, je l'ai pas dit au début, mais on est un office de tourisme qui est beaucoup axé sur la commercialisation. On a un statut d'EPIC, donc on est là pour gagner de l'argent, je le dis. Donc on a une activité commerciale qui est assez dense, et la location des vélos vient la compléter. Mais on est aussi un partenaire des entreprises, évidemment à vocation plutôt touristique locale, mais pas que. Et donc ça, c'est quelque chose qui donne un petit peu de crédibilité, éventuellement de fierté. Mais il y a un revers à la médaille, effectivement, c'est que il y a certaines actions que nous n'arrivons pas à mener jusqu'à leur terme. Comment on rend ces usages de mobilité active ou de mobilité douce plus amples et surtout plus sécures, parce qu'en réalité, il y a 0 piste cyclable, on a 0 voie verte sur le coin. On essaie de faire passer les gens par les routes secondaires, mais sur les routes secondaires, on roule comme des fous dessus parce que voilà. Donc c'est contradictoire. On essaie de pas les envoyer sur la nationale 21 parce qu'il y a des camions. Bon, là, on est un peu coincé. Et aujourd'hui, en zone rurale, sur des territoires comme le nôtre, construire de l'infrastructure dédiée au vélo ou aux mobilités douces, c'est chaud en termes d'engagement et d'investissement, et puis même en termes de compétences, c'est très difficile à acquérir. Donc, on pourrait vite être dans une impasse. Donc là, il y a un peu de frustration. Et puis, de manière sous-jacente, on se pose la question de savoir si on est parfaitement vertueux, dans la mesure où parfois, pour
pour profiter de notre offre de vélo qui est assez exclusive dans le département, on a des gens qui prennent leur bagnole pour venir chez nous. Donc, est-ce que finalement, on ne suscite pas une carbonation ou un déplacement carboné alors que si on n'existait pas, ils l'auraient pas fait. Bon, voilà, c'est toujours certainement un enjeu modeste, mais on en a conscience. En tout cas, on y fait gaffe. Et comment nos collectivités réagissent par rapport à ça, ou en tout cas nos tutelles, mais donc elles ont abondé intégralement dans nos démarches. Elles nous considèrent comme un acteur fin connaisseur des mobilités locales et nous sommes associés à tous les travaux, les enquêtes, toutes les démarches qui sont entreprises à l'échelle de la communauté, mais aussi du pays Porte de Gascogne pour modéliser quels sont nos enjeux de déplacement. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette entre nos collectivités et nous. Est-ce que j'ai été coupé? Peut-être il y a eu un moment de vide. Bon. Mais alors alors vous avez été coupé et moi j'aime bien les jeux texte à trous. Donc moi j'ai cru comprendre qu'effectivement comme beaucoup de structures, il y a des fiertés mais il y a aussi des frustrations et que effectivement le sujet c'est aussi quelque chose qui est un carburant pour venir échanger avec vos tutelles et que quand on s'est eu, vous m'avez dit ouais, j'ai de la chance parce que mes tutelles elles m'accompagnent et je vous ai dit mais elles ont peut-être de la chance aussi parce que vous êtes convaincants de votre côté. Donc merci Jérôme de votre intervention. On va finir avec l'AFDAS. Agnès, bon, on a compris que l'AFDAS était actif, mais finalement, quelle est la plus-value de l'AFDAS? Comment peut-elle accompagner les professionnels de ces secteurs d'activité, que ce soit des professionnels entreprises ou particuliers? Et peut-être un exemple de success story. Il y a de fortes attentes sur les questions de transition écologique parce que effectivement, favoriser le développement durable, mettre en place une démarche de responsabilité sociétale nécessite à la fois d'acquérir de nouvelles méthodes de travail ou de production, et donc surtout de développer les compétences de ces salariés ou des professionnels. Et au-delà des gestes métiers du quotidien qui sont à revisiter, en fait, ça a très bien été exprimé, le virage de la transition écologique a de nombreux impacts organisationnels, économiques, et c'est un vrai changement à accompagner. Donc, en fait, la plus-value de l'offre de service de l'AFDAS, je pense qu'elle se situe parce que elle se situe pas uniquement au niveau de la formation. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'autant. Il suffit, et peut-être dans un premier temps, simplement d'être informé, d'être sensibilisé sur le sujet. Et puis parce que des fois, on a besoin de un peu plus que d'être formé. On a besoin de traiter en profondeur les différents impacts pour agir efficacement en faveur des transitions écologiques. Donc en fait, c'est autour de ces 3 axes, sensibiliser, former, accompagner, que notre offre de service, elle s'est construite et étoffée. Déjà, il y a eu une offre de formation dès 2018 sur des thématiques bien spécifiques à nos secteurs d'activité, avec des tarifs négociés. Ensuite, on a mis en place également en 2018 une première version d'un autodiagnostic qu'on a revisité il y a 2 ans maintenant, qui permet en fait de s'auto-positionner. Et l'outil est intéressant parce qu'il permet de prendre conscience qu'on a déjà réalisé un certain nombre d'actions dans le quotidien. On n'imagine pas qu'on a déjà entrepris un certain nombre d'actions. Et puis surtout de voir quelles sont les autres actions à mettre en œuvre et du coup définir un plan d'action. Et puis, pour le côté sensibilisation, on a aussi très récemment, il y a un peu plus d'1 an, mis à disposition une plateforme de curation de contenu, Olesio, pour avoir plein de petites vidéos pour s'informer, se nourrir, se sensibiliser sur le sujet de la transition écologique. Et puis sur le côté accompagnement, eh bien depuis 2019, un dispositif d'appui conseil qui permet de poser un diagnostic, de travailler sur un plan d'action et du coup d'entamer une démarche, d'entamer la professionnalisation de l'organisation et de la structure au-delà de la professionnalisation des seuls salariés.
Il est question aujourd'hui de la mobilité des publics dans ce webinaire. Alors, elle n'est pas traitée de manière spécifique dans notre offre de service. On la retrouve par contre dans certains contenus sur la plateforme Oliesio ou sur certains stages dans l'offre catalogue transition écologique. Et puis, on parlait de success story. J'ai en tête un exemple d'un accompagnement de plusieurs structures en Auvergne, plusieurs structures du monde de la culture qui ont travaillé ensemble, justement sur la question de la mobilité, à la fois des publics, mais aussi des artistes. Comment travailler ensemble des programmations pour mutualiser, quelque part mutualiser et avoir un retour, en tout cas partager le coût entre guillemets de la venue d'un artiste. Mais ce collectif a aussi travaillé sur des circuits courts, sur le développement durable en matière de recyclage des déchets, ou par exemple sur l'utilisation du numérique. Il y a une vraie cohérence à travailler en inter-entreprise ou interbranche sur les sujets de la transition écologique. Enfin, je pense que la plus-value Lavdas, c'est son réseau. On a aujourd'hui 25 implantations territoriales avec plus d'une centaine de conseillers emploi-formation, donc qui peuvent vraiment informer, conseiller, guider à la fois les entreprises et les particuliers en fonction de leur maturité, en fonction de leurs besoins, pour aller ouvrir le bon tiroir de l'offre de service entre sensibiliser, former, accompagner. Merci beaucoup Agnès. On arrive aux 3 dernières minutes de notre webinaire et oui, c'est allé très très vite et comme d'habitude, on va raboter certaines rubriques. On a noté les questions qui ont été posées dans le chat. On y répondra en direct. On va pas pouvoir traiter les questions malheureusement. Il me reste encore 2 minutes pour indiquer que dans d'autres de nos secteurs d'activité, des initiatives existent, notamment dans certaines fédérations de sport qui mettent en place des plateformes de covoiturage, notamment au niveau du basket et du football. Il existe aussi d'autres outils d'accompagnement déployés par d'autres structures comme la BPI, l'OFB, la CCI, l'ADEME. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez consulter le site internet de l'AFDAS, vous pouvez consulter le site internet du SNELAC, vous pouvez consulter le site internet de Sociotopie. Si vous ne savez pas où aller en vacances, vous pouvez aller dans le Gers. Vous allez voir, c'est sympathique. On a mis une slide avec un QR code pour que vous puissiez accéder à notre site internet et à l'offre de service AFDAS. Il me reste 1 minute pour vous donner les chiffres que je vous ai promis. Donc, je vais vous les donner. En 1 heure de temps, il y a 10 000 personnes qui sont entrées sur le territoire. Que le chiffre d'affaires, les recettes touristiques pour la France, donc les recettes internationales pendant 1 heure se sont élevées à 8 800 000 euros. Ça montre bien que les choses ne sont jamais binaires et que il y a 917 personnes qui sont entrées dans un stade de Ligue 1. C'est le lycée, on sait bien que c'est le championnat. Et il y a eu presque 7300 personnes qui sont entrées dans un musée en France pendant cette heure de webinaire. Voilà. Il me reste plus qu'à vous remercier, à remercier tous nos invités d'avoir participé à ce webinaire, de remercier aussi nos services techniques qui nous ont permis de mettre en place ce webinaire, sans qui on n'aurait pas pu faire grand-chose. Et je vous souhaite une bonne journée, un bel été et à une prochaine fois pour un nouveau AFDAS Décrypte.